Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité de l'économie. Les 48 heures qui viennent de passer vont-elles marquer l'histoire économique? Le G20 de Cannes restera en tout cas dans les mémoires comme un des épisodes aigus de la crise européenne. La Grèce au bord de la crise de nerfs, l'Italie sous monitoring du FMI. Autant de sujets qui ont éclipsé d'autres chantiers cruciaux entamés après la crise de 2008. Exemple, la réforme du système monétaire international ou encore la taxe contre les transactions financières, la lutte contre les paradis fiscaux, etc. etc. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Jacques Caillou, chef économiste de la Bank Royal of Scotland. Il est à Londres, il est avec nous en duplex. Bonsoir Jacques Caillou. Alors, les Bonsoir. atermoiements de la Grèce, bonsoir, mettent-ils en péril le triptyque de la zone euro, le fameux pacte de confiance grâce auquel la zone euro souhaite sortir de cette crise de la dette? On a vu qu'avant-hier, le Fonds européen de stabilité financière, par exemple, a renoncé à emprunter 3 milliards d'euros donc pour notamment racheter des obligations européennes. Est-ce qu'il y a péril en la demeure avec les atermoiements grecs? Il est clair que la situation est extrêmement difficile. Il y avait un espoir à la suite du sommet européen de la semaine dernière de voir au moins une trajectoire de sortie de cette crise. C'était le début, mais il y avait un début de négociations qui allaient peut-être dans la bonne direction. Et c'est vrai que l'incertitude politique et l'appel à un référendum en Grèce a remis en cause cet effort qui en fait, devait être suivi par un effort supplémentaire auprès du G20 et d'avoir un appel auprès des pays en dehors de la zone euro en matière de contribution financière. Et on l'a vu aujourd'hui, il n'y a pas d'apport concret de ces pays-là. Donc on voit bien qu'il y a eu une difficulté. Alors est-ce qu'elle est vraiment elle-même liée seulement à la question grecque? Ou y a-t-il d'autres éléments qui doivent être encore finalisés pour avoir une contribution financière des autres pays? Je ne connais pas la réponse, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les résultats du G20 sont peut-être décevants par rapport à ce que l'on aurait pu attendre à la suite des travaux, disons, du sommet européen de la semaine dernière. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en plein G20, donc, le débat politique grec prend pratiquement le dessus sur ces entretiens multilatéraux. On a vu aussi des décideurs européens, par exemple, évidemment, eux en premier chef, menacer d'une certaine manière la Grèce, lui rappeler que si elle ne se décidait pas avant le 15 décembre, pas d'aide européenne de verser, les fameux 8 milliards d'euros qu'elle attend, et donc un possible défaut. On en est toujours là, il y a toujours un risque de défaut de la Grèce. Absolument. Il y a une suspension, donc je pense qu'elle est même explicite, du versement financier à la fois de la part du FMI et des autorités européennes pour la Grèce, jusqu'à ce que la situation politique soit clarifiée. Je crois qu'il y avait une incohérence, disons, entre les demandes au niveau grec qui étaient quasiment de refuser de l'austérité supplémentaire et d'un autre côté de vouloir continuer à rester dans la zone euro. Et je crois que le message qui a été envoyé de la France et de l'Allemagne était très clair cette semaine et qui était vraiment d'insister sur le fait que d'adhérer à la zone euro demandait aussi le suivi de certaines règles et aussi de celles de l'austérité et donc que ce n'était pas négociable. Donc je crois qu'on a vu cette semaine un tournant historique en matière politique au niveau de la zone euro où l'Allemagne et la France ont tiré un trait dans le sable en disant qu'on ne pouvait pas remettre en cause ce genre de projet. Donc on voit bien la difficulté aujourd'hui. C'est un petit peu ce que l'on a vu maintenant depuis 2 ans. C'est cette interaction extrêmement difficile en matière de coordination politique et économique face à des marchés financiers qui mettent le système sous pression et qui ne laissent pas le temps vraiment aux négociations de prendre place. Et politique, on voit bien effectivement, Jacques Caillou, politique et marché n'ont pas du tout le même rythme. On a vu, dernier coup de théâtre de ce G20 aussi, l'Italie mise sous tutelle du FMI. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, l'Italie ne pourra plus aller se financer sur les marchés internationaux quand elle emprunte? Vous qui êtes du secteur bancaire, est-ce que vous pensez qu'on peut aller au-devant d'un défaut italien à terme? Est-ce que c'est un scénario totalement cinématographique ou réel? Ce que l'on voit maintenant depuis 2 ans, c'est que cette crise va tester le système jusqu'à ses limites. C'est un petit peu comparable aux crises financières
que les pays émergents, comme les pays d'Amérique latine et les pays d'Asie, ont vécu il y a 20 ou 15, dans les 15 dernières années. Et on voit bien que même si les fondamentaux, a priori, ne sont pas déstabilisés, les marchés peuvent basculer dans un équilibre, disons, négatif. Et c'est cette déstabilisation de la confiance qui est si négative pour la stabilité des pays. Et on voit que maintenant, depuis l'été, l'Italie a été sous pression et même l'intervention de la Banque centrale européenne n'a pas réussi à stabiliser ces marchés. Alors, la BCE n'est pas très confortable dans la position dans laquelle elle est, donc elle-même a le pouvoir de stabiliser ses marchés obligataires, mais elle n'a pas vraiment le mandat, et donc on se retrouve dans une situation un petit peu difficile où d'un côté les outils qui sont disponibles ne sont pas suffisants en matière de capacité financière, et ceux qui ont cette capacité financière illimitée, qui est la BCE bien sûr, n'a pas le mandat, et donc on voit bien que l'Italie se trouve dans cette tempête. Jacques Caillou, vous devancez mes questions. Oui. Vous parlez de la Banque centrale européenne qui n'a pas son mandat. Si on lit entre vos mots, il faut donc comprendre qu'au final, ce n'est pas le Fonds européen de stabilité financière appuyé par un FMI qui devrait intervenir, mais bien la BCE. Pour vous, c'est la seule vraie solution ? Si on regarde les règles du jeu de la zone euro, ça doit être fait par le FSF et par l'intervention du FMI. Il faudra voir quelles seront les ressources financières qui seront allouées à cet instrument-là et si elles seront suffisamment importantes pour regagner de la confiance sur les marchés. J'ai mes doutes et donc je pense que la BCE à la fin est l'ultime outil de défense du système et devra le défendre. Historiquement, les banques centrales ont ce mandat, disons, de stabilisation financière. La BCE l'a également, elle a intervenu, elle pourrait intervenir de façon plus importante, essentiellement dans un contexte également où le FMI intervient de façon technique et de façon déployant, disons, de la surveillance. Donc ça pourrait permettre une intervention de la BCE de façon plus facile. On voit bien qu'il n'y a pas de conditionnalité en ce moment derrière l'intervention de la BCE, ce qui rend cette intervention tellement difficile. Mais est-ce que ça n'est pas injuste finalement? Est-ce que ça n'est pas pénaliser les pays vertueux Parce qu'intervention de la BCE, ça veut dire quelque part collectiviser la dette. On va arriver certainement à ce moment-là à un système de marché obligataire européen, de marché obligataire unique. Est-ce que c'est juste d'une certaine manière, et économiquement et moralement, ou plutôt et moralement et surtout économiquement? Je pense qu'il y a bien sûr une mutualisation des risques et c'est pour cela que pour justifier cette intervention par rapport, disons, aux contribuables de la zone euro, il est extrêmement important qu'une conditionnalité soit attachée à cet outil de soutien. On le voit bien dans les mécanismes d'aide, Portugal, Grèce, Irlande, il y a une conditionnalité très forte qui est attachée à l'aide. Et donc dans les cas Espagnol et Italie, on voit bien que c'est cela qui manque aujourd'hui pour vraiment donner la légitimité d'intervention de la BCE. Donc on peut voir dans l'intervention du FMI qui a été annoncée aujourd'hui, cet outil qui permettrait donc de donner une légitimité d'intervention. Donc c'est ça qui est important. Alors ce dont c'est on un parle... embryon peut-être. Pardon, terminez votre phrase, je vous en prie. Oui, c'est un embryon, disons, d'eurobond, hein, c'est vrai, on a une mutualisation des risques. Le FSF est un embryon d'eurobond. L'eurobond pur, probablement, ne verra pas naissance dans la prochaine décennie. On voit même que les États-Unis, qui sont beaucoup plus intégrés de façon économique, se financent toujours pour une petite partie, mais ont toujours au niveau des États accès au marché. Donc l'idée d'avoir un instrument unique au sein de la zone euro qui financerait l'ensemble des pays, on n'est pas encore là. Et ce dont on les parle, instruments comme... Ce dont on parle, oui, Jacques Caillou, je voudrais absolument vous faire parler de cela. Au fond, c'est toujours cette peur du risque systémique, hein, c'est que les liquidités s'assèchent, que la machine économique se paralyse. Toujours à l'occasion de ce G20, on a vu donc, non seulement les partenaires européens, mais l'ensemble des acteurs de ce G20 mettre en place une liste de 29 établissements systémiques, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs des grandes banques, qui devront se plier à un certain nombre de critères, notamment en matière de capital propre. Est-ce que ça, c'est de nature, à votre avis, à rassurer ?
Ça fait partie de la réforme du système financier international. C'est nécessaire pour renforcer et solidifier les marchés financiers et le système bancaire au niveau global. On le voit aussi au niveau de l'Europe. Il y a eu un effort sur les stress tests qui a été conduit par l'EBA et qui montre bien qu'il va y avoir besoin de mettre plus de capital. On le voit bien aussi dans les discussions au niveau de Bâle, où il y aura donc une augmentation des fonds propres, et ça fait partie des réponses nécessaires pour renforcer et stabiliser, disons, les banques et les systèmes financiers dans leur globalité. Donc ça devrait contribuer. Est-ce que vous n'avez Oui. pas le sentiment, pardon, comme je suis impoli, mais le décalage satellite ne nous aide pas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement que ces mesures pour assainir depuis la crise de 2008 le système économique mondial patine? Alors, on parle là, par exemple, des établissements systémiques individualisés. On n'a pas eu le temps beaucoup de parler des taxes sur les transactions financières, des paradis fiscaux. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que finalement, de G20 en sommet européen, tout ça n'avance pas ou si peu? Les marchés financiers ont toujours une vision court terme et donc ces négociations ont tendance à apparaître comme peu de progrès par rapport à, disons, l'horizon temporel que les marchés financiers peuvent avoir. En fait, si on regarde en profondeur, il y a quand même des travaux qui ont avancé relativement rapidement. Ce sont des travaux qui sont extrêmement difficiles, qui demandent un accord au niveau global. Ce sont des pays qui aujourd'hui, par rapport à 2008, n'ont peut-être plus les mêmes objectifs. En 2008, l'objectif de tous les pays du G20, c'était en gros de renforcer et de renflouer l'économie mondiale, de renforcer la croissance. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a moins de capacité du point de vue des pays développés à contribuer à la croissance économique mondiale, alors que les pays émergents ont encore cette capacité-là. Donc on voit bien qu'il y a des pondérations qui sont différentes aujourd'hui dans les négociations, puisque la force de croissance est maintenant à basculer, disons, sur les pays émergents qui ont eux-mêmes ont un agenda vis-à-vis de leur croissance et aussi, bien sûr, de la stabilité financière mondiale. Et qui sait, donc, si ces pays émergents, eux, ne procéderont pas donc à des réformes peut-être à un rythme beaucoup plus rapide. Qui sait, qui vivra, verra. Merci beaucoup, Jacques Caillou, d'avoir été avec nous en direct de Londres. Je rappelle que vous êtes chef économiste de la Bank Royal of Scotland à Londres. Merci à vous pour avoir suivi cet invité de l'Écho.